Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être là et un honneur. Donc, alors, dans mon exposé, je vais parler un petit peu des progrès récents qui ont été faits dans la formalisation de la théorie des nombres et des mathématiques plus en général. Donc, commençons avec une petite introduction. Alors, déjà, dans les dernières années, il y a eu des progrès vraiment spectaculaires dans la formalisation des maths et notamment de la théorie des nombres. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui possible de formaliser des théorèmes qui étaient vraiment de la science-fiction il y a juste quelques années. Et bon, dans mon exposé, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qui a été fait récemment. Et je vais aussi essayer de vous dire qu'est-ce qui est en train d'être fait maintenant et ce que je pense sera fait dans un futur proche. Bon, évidemment, on ne peut pas être sûr, mais bon, on va essayer. Donc, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas des mathématiciens, si vous ne connaissez pas trop la théorie des nombres. Il y aura quand même un petit peu de maths, mais mon objectif, c'est vraiment de vous donner une idée de à quel niveau on est dans la formalisation de la théorie des nombres. Donc, comme vous savez sûrement, il y a plusieurs assistants à la preuve sur le marché. Donc, dans mon exposé, je vais me concentrer sur Lean, pour la très bonne raison que c'est l'assistant de preuve que je connais. Donc, c'est celui que j'utilise tous les jours. Je ne veux pas du tout faire de la publicité à Lean par rapport à Rock ou d'autres assistants d'épreuve, c'est juste que c'est celui que je connais, donc je vais parler de celui-là. Et même plus précisément, donc Lean c'est un assistant à la preuve, donc c'est un langage de programmation, et ce dont je vais parler, ce n'est pas vraiment Lean, mais c'est plutôt Matlib, qui c'est sa bibliothèque mathématique, disons, officielle. Donc c'est une bibliothèque qui contient pas mal de maths, notamment pas mal des théories des nombres. Et je vais un petit peu raconter qu'est-ce qu'il y a dans Matlib, mais aussi qu'est-ce qu'il y a dans d'autres projets qui par contre sont basés sur Matlib. Donc vraiment la chose principale sera qu'est-ce qu'il y a dans Matlib et comment Matlib va évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années. En fait, je vais prendre cette histoire de raconter les progrès récents en théorie des nombres pour expliquer un petit peu comment avance le développement de Matlib et comment, donc, je pense, comment avance le développement plus généralement d'une bibliothèque de mathématiques formalisées. OK, donc, alors déjà, comme je dis, je vais faire beaucoup d'exemples des théories des nombres et pour mon exposé, théorie des nombres signifie plutôt théorie des nombres algébriques. C'est-à-dire que presque tous les résultats que je vais mentionner sont des théories des nombres algébriques et pas de la théorie des nombres analytiques. Donc, on peut se demander pourquoi ces choix. Bon, la première raison, c'est une raison personnelle, c'est-à-dire avant de commencer à faire de la formalisation, mon domaine de recherche était en théorie algébrique des nombres, donc c'est les domaines des maths que je connais les mieux, et donc forcément c'est aussi celui dont je travaille en formalisation. Mais il faut aussi dire que dans Matlib, la partie algébrique de la théorie des nombres est plus développée que la théorie analytique. Alors, pourquoi? Honnêtement, je ne pense pas qu'il y a des vraies raisons techniques. C'est plutôt des raisons sociologiques, de mon avis. C'est-à-dire qu'au début de Matlib, il y avait plus de gens intéressés à la théorie algébrique des nombres. Donc, ils ont commencé à formaliser les bases de la théorie algébrique des nombres. Et ça a fait en sorte qu'en fait, c'était plus simple de continuer à travailler où on avait déjà où on avait déjà les bases. Donc, mécaniquement, ça attirait plus de gens intéressés à la théorie algébrique, etc. Mais je répète, il n'y a pas de raisons profondes. Et en fait, il y a quand même des projets pas du tout trivial en théorie analytique des nombres. Par exemple, il y a un projet mené par Alex Kontorovich et Terence Tao, où ils ont formalisé les théorèmes des nombres premiers. Donc, ils ont tout formalisé, pas mal des théories analytiques des nombres, mais ce qu'ils ont formalisé n'est pas encore dans Matlib. Donc, pour l'instant, ils restent dans leur projet, mais je suis sûr que la situation va changer dans les mois à venir, c'est-à-dire que d'ici quelques mois ou peut-être une année, dans Matlib, il y aura une quantité raisonnable de théories analytiques des nombres, donc ça sera la même chose de faire de la théorie analytique ou de la théorie algébrique. En tout cas, pour aujourd'hui, on va rester plutôt sur la théorie algébrique des nombres. Mais je répète, c'est juste une raison sociologique. OK. Donc, commençons par un petit exemple, juste pour vous donner tout de suite une idée de qu'est-ce qu'on peut formaliser aujourd'hui en théorie algébrique des nombres. Donc ça, c'est un résultat qui a été rajouté à Matlib, je pense, il y a 2 semaines. Donc c'est vraiment une contribution toute récente. Donc c'est la formule analytique du nombre de classes. Donc il dit la chose suivante. Donc on prend K encore des nombres. On note ZK, sa fonction zeta. Donc déjà, la fonction zeta admet un prolongement méromorphe au tout plan complexe avec un pôle simple en S égale 1.
Et il y a une formule explicite pour les résidus. Donc, bon, ça, c'est les résidus. Donc, et la formule explicite fait intervenir plusieurs invariantes du corps des nombres. Donc, on a R1, que c'est les nombres de prolongement réels, R2, les nombres de prolongement complexes, les régulateurs, que c'est bon, un invariant du corps associé aux unités, les nombres des classes, les nombres des racines de l'unité et les discriminants. Encore, ce n'est pas très important si vous ne connaissez pas ces théorèmes, ce n'est pas grave. Juste pour vous donner une idée, c'est un résultat aujourd'hui classique en théorie des nombres qui est enseigné dans un cours d'arithmétique niveau M2. Donc, c'est quelque chose de pas, aujourd'hui pas très dur, mais ce n'est pas trivial non plus. C'est-à-dire c'est un résultat assez profond. Il fait un lien entre un objet analytique associé au corps des nombres, que c'est sa fonction zeta, et beaucoup d'objets de nature algébrique, comme les nombres de classes du corps des nombres. Donc, juste pour vous donner une idée, ça c'est une égalité entre nombres réels. C'est-à-dire, ça c'est à gauche, on a un nombre réel. À droite, on a tous les nombres ici sont des nombres entiers, sauf, bon, pi évidemment, les régulateurs et les régulateurs qu'un nombre réel. Bon, et la racine, les discriminants, c'est un nombre entier aussi, mais la racine, bon, ça va être un nombre réel, hein, bien évidemment. OK. Donc, ça, c'est l'énoncé, disons, écrit sur papier. Et on peut regarder l'énoncé écrit en ligne, donc juste pour vous montrer un petit peu des codes. Donc, vous voyez que, bon, c'est assez lisible. Je veux dire, donc, il y a les normes du théorème. Bon, dans MATLib, on a cette habitude de donner des normes parfois un peu ridicules, où on essaye de résumer l'énoncé dans le nombre du théorème. Donc, bon, c'est un peu long à lire, mais ce n'est pas grave. Et après, vous voyez qu'on a la fonction S-1 multipliée par la fonction zeta. Et on a une limite qui tend vers les résidus. Bon, les résidus, c'est un nombre réel défini exactement comme ici. Donc, il faudrait cliquer pour vérifier que la définition est bonne, mais je vous jure, je l'ai fait. Et bon, donc, les symboles bizarres que vous voyez ici, c'est simplement parce que dans MATLib, comme dans beaucoup d'autres, bon, je pense toutes les bibliothèques des maths formalisées, et les limites sont formalisées en utilisant les langages des filtres. Donc, ça, c'est les filtres, disons, les filtres des voisinages droite des 1, c'est-à-dire que c'est la limite pour S qui tend vers 1 plus. Mais bon, c'est vraiment une traduction fidèle de ces théorèmes-là. OK. Donc, ça, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, dans MATLib, donc dans la bibliothèque officielle des lignes, on trouve des résultats des théories des nombres des niveaux M2. Donc, ça, moi j'ai fait les TD d'un cours de M2, d'un cours d'arithmétique de M2, où cette formule-là est démontrée. OK, donc ça, c'est, de mon avis, un des points forts de MATLib, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui trouver des résultats vraiment non triviaux des théories des nombres, ou des maths en général. Et effectivement, à ma connaissance, la formalisation de ces théorèmes-là, c'est la première formalisation de ces théorèmes qui a été faite. Donc, je ne pense pas qu'elle existe dans d'autres assistants d'épreuve. Disons, je ne suis pas sûr, mais à ma connaissance, c'est la seule qui existe. Et ça, c'est un très bon point fort de MATLib. On a des très, très jolis résultats théoriques. Bon, donc c'est bien de mettre en évidence les points forts de MATLib, mais je pense que c'est aussi raisonnable de parler des points faibles. Alors, ce théorème-là, donc parlons un petit peu du théorème d'un point de vue purement mathématique, donc sans parler d'assistant d'épreuve. Alors, c'est un théorème intéressant parce qu'il fait les liens entre deux objets qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est-à-dire la fonction zeta et des invariants algébriques du corps des nombres. Donc, les mathématiciens adorent trouver des liens de ce type-là. Donc, on est très content de découvrir que cette relation existe. Mais ce théorème a aussi des conséquences assez pratiques. En fait, si je vous donne un corps des nombres explicitement, vous pouvez calculer les termes de gauche avec une approximation aussi bonne qu'on veut. C'est-à-dire les calculer concrètement, savoir que ça vaut 4,123. Et à droite, presque tous les invariants qui interviennent sont aussi assez faciles à calculer. Notamment R1 et R2 ne sont pas très durs. WK, c'est facile. Les discriminants, on a des techniques très évoluées. Et aussi les régulateurs, il est un peu plus dur, mais concrètement, on peut les calculer avec une bonne approximation. Je vous rappelle que les régulateurs, c'est un nombre réel, donc lui, il faut le calculer avec une approximation. Ce qui, par contre, est très dur à calculer, c'est les nombres de classes. Ce n'est pas très important de savoir qu'est-ce que c'est les nombres de classes d'un corps des nombres. C'est un nombre entier qui a une définition extrêmement théorique. C'est-à-dire que quand on voit la définition, on n'a pas du tout un algorithme simple pour le calculer dans la pratique. Par contre, si on connaît tous les restes avec une bonne approximation, on peut en déduire les nombres de classes. Et
Les nombres de classe contiennent des informations très, très importantes sur les corps des nombres. Notamment, par exemple, si le nombre de classe est 1, ben, ça veut dire que l'anneau des entiers est principal, ce qui permet souvent de résoudre des équations diophantiennes. Donc, par exemple, cette formule-là peut être utilisée pour résoudre des équations à coefficient entier, où on cherche les solutions dans Z, d'une équation polynomiale à coefficient dans Z. Même si dans l'énoncé, il n'y a pas de corps des nombres, c'est une technique standard en théorie des nombres de faire intervenir un corps des nombres auxiliaire. Si ce corps des nombres a des bonnes propriétés, souvent on peut dire quelque chose de solution. Et notamment, une très bonne propriété, c'est si ce nombre-là est égal à 1. Par exemple, dans un projet que j'ai terminé l'année dernière avec plusieurs collaborateurs, on a démontré les théorèmes de Fermat si pour des exposants premiers dits réguliers, où un nombre mi-épais est régulier si un certain corps des nombres a une propriété liée si P ne divise pas ces nombres-là, en fait. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que cette formule peut être utilisée dans la pratique pour calculer les nombres de classes d'un corps des nombres. Et bon, je ne suis pas un expert, mais je pense que c'est une des techniques utilisées dans des logiciels comme Sage ou ParisGP pour calculer les nombres de classes. Après, il y a sûrement des techniques plus sophistiquées, mais simplifiant un petit peu, disons que ça, c'est les points de départ. Donc, une question naïve, c'est, bon, ok, est-ce qu'on peut faire ça en ligne maintenant? Vu qu'on a les théorèmes formalisés en ligne, est-ce qu'on peut utiliser cette égalité pour calculer les nombres de classes? Bon, malheureusement, la réponse est, en théorie, oui, mais dans la pratique, est extrêmement pénible. Ça, c'est parce que Matlib et Lean et Matlib sont très bien pour énoncer des résultats théoriques, mais par exemple, ils sont très mauvais en ces moments pour faire des calculs explicites. Notamment pour calculer le nombre réel avec une bonne approximation, c'est quelque chose de faisable, mais très, très pénible. Beaucoup plus pénible de ce qu'on fait sur papier. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est un résultat que je suis en train de formaliser. Donc, les lemmes s'appellent Crazy 13, mais parce que, bon, je vous jure, c'est un résultat qui apparaît vraiment en théorie des nombres. C'est-à-dire, ça, c'est un nombre réel. Bon, vous voyez, vous reconnaissez les 4 sur pi, c'est les mêmes 4 sur, disons, c'est lié au fait qu'ici, il y a pi. Bon, c'est un nombre réel, donc j'ai besoin de calculer la partie entière. Donc, c'est crochet plus, c'est la partie entière. Bon, si je vous demande de faire ça, vous le mettez dans une calculatrice ou vous le demandez à n'importe quel logiciel comme ParisGP, bon, il va vous sortir que les nombres vaut 306, quelque chose, et donc vous avez la partie entière qui est égale à 306. OK? Bon, par contre, si vous voulez démontrer que la partie entière est égale à 306, c'est que, encore, d'un point de vue mathématique, on n'a même pas envie de l'appeler théorème, non, c'est juste une constatation. Bah, moi, j'aurais envie de dire, bon, Lynn, s'il te plaît, fais-le pour moi. Et bon, vous voyez, la démonstration, elle n'est pas très dure, mais elle est quand même assez pénible. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas une ligne où je dis, Lynn, calcule ça, s'il te plaît. Et ça repose sur le fait que, heureusement, quelqu'un d'autre a déjà énoncé ces magnifiques théorèmes qui me dit que pi est plus petit que 3,14, 15, 92, etc. Et il est plus grand que 3,14, 15, etc. Donc, quelqu'un a déjà calculé une bonne approximation de pi. Mais même avec ça, je dois encore trafiquer un petit peu pour me débarrasser de la racine, etc. Ça fait combien de temps à calculer aussi? Non, bah, vérifier la démonstration, c'est assez rapide. Bon, je peux la relancer, mais je pense que celle-là, ça va être assez rapide. Hein. Mais bon, ça c'est déjà fait. Après, c'est lent pour d'autres raisons. Mais ces théorèmes-là, la partie ici a disparu très vite. Donc, la vérification est assez rapide. Mais bon, par contre, moi, j'ai dû écrire. C'est moi que j'ai trouvé explicitement les bornes. Donc, vérifier ma démonstration. Et vous voyez, là, c'est très lent. Bon, encore, c'est pas très grave cette démonstration-là, mais ce qui c'est très pénible à faire dans cette démonstration, c'est qu'à un moment, j'ai besoin de calculer des choses du type l'ordre multiplicatif des 7 modulo 13. Ils sont des nombres très petits, littéralement avec 7 et 13. Et donc, je ne parle pas de 1 milliard ou 10 puissance 50. Et bon, Lynn les fait, mais c'est quand même un peu pénible. C'est ridicule parce que calculer l'ordre multiplicatif des 7 modulo 13, ce n'est pas nécessaire de réfléchir. On peut faire 7, 7 au carré, 7 au cube, etc. C'est vraiment pas la peine de tester les diviseurs des 12. On fait directement, il n'y en a tellement pas beaucoup qu'on peut tester toutes les puissances et voilà. Et ça reste un peu pénible. Bon, mais bon, à la fin, vous voyez que quand même la démonstration marche. OK. Donc, bon, là, j'ai donné un exemple très spécifique d'une contribution extrêmement récente, mais faisons un petit peu un résumé de qu'est-ce qu'il y a déjà dans Matlib par rapport à la théorie algébrique des nombres.
Donc, bien sûr, on a la notion des corps des nombres. On a toutes les propriétés des bases. Par exemple, on sait que l'anneau des entiers d'un corps des nombres est un anneau de Dedekind. Donc, on a des propriétés du type la factorisation des idéaux, etc. Bon, on a toutes les propriétés des bases des corps des nombres. On a une théorie assez solide des corps cyclotomiques. Et bon, maintenant, on a aussi une théorie qui est pas mal sur comment se comporte la décomposition des idéaux par rapport à une extension des corps des nombres. Donc, tout ça, encore pour vous donner une idée, ça, c'est enseigné au niveau M1, dans un premier cours d'arithmétique de niveau M1. Après, il y a la finitude du groupe de classes et les théorèmes de Dirichlet sur les rangs des unités. Là, ça commence à être de la théorie des nombres pas du tout trivial. Encore, ce n'est pas extrêmement dur, mais ça commence à pas rigoler, disons. Et après, on a les fonctions zeta, évidemment. Disons, sinon, on n'aurait pas pu énoncer la formule analytique du nombre de classes. On a les courbes elliptiques. Alors, ça, c'est, je pense, assez intéressant de se concentrer un petit peu sur comment on a fait les courbes elliptiques. Jusqu'à là, je dirais qu'on a une belle théorie, c'est-à-dire développer, formaliser comme il le faut, c'est-à-dire avec les bonnes définitions assez générales, etc. Les courbes elliptiques, alors, dans MATLIB, une courbe elliptique, c'est une équation de Weierstrass. C'est que, bon, donc c'est une approche un peu disons, élémentaire, où on peut faire pas mal de choses, mais c'est sûrement pas l'approche moderne, disons. Donc, on n'a pas du tout une notion des courbes. Là, ça s'appelle courbe elliptique, mais en réalité, c'est juste une équation. Donc, l'objet courbe elliptique n'a rien à voir avec de la géométrie. Et en plus, bon, c'est une équation longue de Weierstrass, parce qu'on veut traiter aussi les cas de caractéristiques 2 et 3. Et qu'est-ce qu'il y a par rapport aux courbes elliptiques? Bon, essentiellement, on sait que l'ensemble des points rationnels d'une courbe elliptique est un groupe. C'est un résultat qui n'est pas du tout trivial, parce que si vous regardez, démontrer l'associativité de l'opération de courbe elliptique, c'est quelque chose qui n'est pas très simple, notamment en caractéristiques 2 et 3. Donc, c'est quelque chose qui a été fait dans d'autres assistants d'épreuves en caractéristiques différentes des 2 et 3, peut-être en caractéristique 3, mais c'est la première fois qu'il y a une formalisation de l'associativité en caractéristique 2. Bien sûr, la démonstration, ce n'est pas la bonne démonstration avec Riemann Roch, mais bon, c'est une démonstration un peu à la main qui ressemble quand même à la démonstration moderne avec la cohomologie. Donc, ce n'est pas du tout une démonstration par force brute. Ça, vu que toutes les formules d'addition sont explicites, on pourrait en principe démontrer l'associativité juste en testant l'égalité des deux polynômes. Mais bon, si on fait les calculs, il s'agit des deux polynômes, genre des degrés 10 000 ou quelque chose comme ça. Et concrètement, l'in explose. Donc, on n'arrive pas. On a essayé, mais on n'est pas arrivé à faire cette démonstration comme ça. C'est que c'est aussi intéressant parce qu'on a trouvé une démonstration plus intéressante d'un point de vue mathématique, qui est quand même une approximation de la démonstration moderne. Bon, il y a un petit peu des formes modulaires. Donc là, je ne vais pas trop parler tout de suite des formes modulaires parce que dans quelques minutes, je vais détailler un petit peu la situation des formes modulaires parce que je pense que c'est quand même un bon exemple. Mais alors, comme j'ai dit, MATLIB évolue très vite, dans le sens que, par exemple, la formule des nombres des classes a été rajoutée il y a 2 semaines. Donc, c'est quelque chose qui s'arrive tous les jours. Donc, regardons un petit peu comment c'est l'évolution de MATLIB en général. Donc, vous voyez, alors là, il y a 2 lignes, donc la ligne rouge et la ligne bleue. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la ligne rouge à partir d'ici. Alors, pourquoi il y a 2 lignes? Bon, parce que il y a eu un changement majeur dans l'in il y a 2 ans maintenant. Donc, on est passé de ligne 3 à ligne 4. C'est pas grave, disons, quelles sont les différences. Mais concrètement, on a dû traduire toute la bibliothèque. Bon, on l'a fait de manière semi-automatique, mais bon. Donc, cette période-là, vous voyez, quand l'augmentation était très rapide, c'est parce que la traduction était presque automatisée. Donc, il restait quand même des choses à faire à la main, mais c'était relativement simple. Mais à partir d'ici, on peut dire qu'à partir d'ici, c'est le développement normal de MATLIB. Et vous voyez que c'est une croissance plus ou moins linéaire, avec la pente qui est assez stable. Donc, si vous pouvez vous demander qu'est-ce qui s'est passé ici, oubliez, c'est un moment technique où on a, pour une raison stupide qui n'a rien à voir avec la formalisation des maths, imaginez qu'on a enlevé beaucoup de lignes blanches. Donc, c'est pour ça que là, le nombre de lignes a beaucoup baissé. Non, mais c'est presque vrai. Hein, donc, mais bon, il faut ignorer ces moments étranges-là. Mais oui, on est passé de mettre 2 espaces entre les théorèmes à un seul espace. Okay. C'est pas comme ça, mais presque.
Mais bon, donc regardez, vous pouvez remarquer que la pente est assez constante. Et donc, on n'est pas loin des 2 millions de lignes de code aujourd'hui. Donc, MATLIB contient plus de 200 000 résultats et 100 000 définitions. Bien sûr, quand je dis 200 000 théorèmes, la plupart sont des théorèmes totalement triviaux d'un point de vue mathématique. Donc, quelque part, il y a un différent des zéros. Donc, ou la commutativité de l'addition. Bon, c'est fondamental, mais ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas très dur d'un point de vue mathématique. Et il y a plus de 500, presque 600 contributeurs. Okay, donc ça c'est l'évolution sur le nombre de lignes. Et on peut regarder combien de contributions il y a par jour, donc combien de commits il y a par jour. Donc là c'est le graphe fait par mois. Donc l'idée c'est que dans un mois typique, on a environ, je dirais, 6 ou 700, en moyenne, disons 600 commits par mois. Donc une vingtaine de commits de contributions par jour. Bien sûr, encore, la plupart des contributions sont des petites contributions. Ce n'est pas qu'à chaque fois, on rajoute un gros théorème. Mais bon, je vais faire quelques exemples des types de contributions qu'il y a. Mais imaginez que MATLIB change 20 fois par jour. Bon, donc c'est pour ça que si vous avez votre projet basé sur MATLIB, aujourd'hui, c'est malheureusement un peu pénible de les mettre à jour parce que MATLIB change tellement vite sans aucune compatibilité. Donc, si vous l'avez aujourd'hui et vous ne mettez pas à jour MATLIB, dans 2 semaines, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va casser dans votre projet. Peut-être que c'est facile à régler, mais de temps en temps, il y a un changement un peu pénible à régler. On y travaille. Pour l'instant, on sait que ce n'est pas une situation idéale, mais bon, c'est comme ça. OK, donc, alors juste pour vous donner une idée, donc, je vais vous montrer un exemple d'une contribution, notamment celle où on a rajouté la formule des nombres des classes. Donc, vous voyez, ça, c'est un pull request fait par Xavier Roblot. Donc, où on rajoute la proof of the analytic class number formula. Donc, vous voyez que c'est une toute petite contribution. C'est juste 90 lignes. Alors, donc, comment c'est possible qu'un théorème qui quand même n'est pas absolument pas trivial tienne en 90 lignes? Bon, il n'y a rien de spécial, c'est juste que, comme vous voyez, avant d'ouvrir cette pull request, Xavier a quand même ouvert pas mal de pull requests qui étaient préparatoires à ces théorèmes-là. Bien sûr, ça c'est juste les pull requests ouverts par l'auteur même. Après, il y a par exemple, toute la théorie des fonctions holomorphes était déjà là. Donc, vous voyez que lui, il a dû rajouter quelques résultats, par exemple, ici, quelque chose sur les fonctions holomorphes, quelque part des choses sur les, sur les unités d'un corps des nombres. Donc, mais il a dû aussi rajouter un résultat qui, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit exactement, mais c'est un résultat totalement trivial sur l'ensemble fini, qui n'a strictement rien à voir avec la formule en soi. C'est juste que personne ne l'avait jamais formalisé, lui il a remarqué qu'il avait besoin de ça, et donc il a formalisé, maintenant il est là, tout le monde peut l'utiliser. Mais donc, juste pour vous donner une idée, donc ça c'est le travail nécessaire pour ajouter un théorème non trivial, donc il a dû faire probablement une vingtaine de pull requests. Et ça, je pense que globalement, ça lui a pris peut-être 3 ou 4 mois au total pour arriver à là. Et déjà, il y avait quand même pas mal de théories. Disons, il n'a pas dû mettre les fonctions z d'un corps des nombres dans la construction, ce n'est pas évident. Ils étaient déjà là. Si vous êtes curieux, vous voulez voir un peu plus précisément qu'est-ce qu'il y a, disons vraiment toute la liste des choses qu'il y a en théorie des nombres, vous avez rien, vous pouvez aller à la page de la documentation officielle de MATLIB. Vous voyez ici, vous allez sur MATLIB. Après, il y a plusieurs répertoires. Il y en a un qui s'appelle Number Theory. Et par exemple, vous voyez, il y a plusieurs sous-répertoires. Par exemple, je sais pas, il y a un répertoire cyclotomique où il y a pas mal de résultats sur les nombres cyclotomiques et sur les corps cyclotomiques, pardon. Ou, je ne sais pas, il y a un répertoire sur le théorème de Fermat, où, par exemple, il y a les cas du théorème de Fermat pour n égale 3 et n égale 4. Vous pouvez vous amuser à regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, je ne sais pas, prenons un truc aléatoire, qu'est-ce qu'il y a des formes modulaires, voilà. Quelque part, il doit y avoir les définitions des formes modulaires. Voilà, donc ça, c'est les fichiers où les formes modulaires sont définies. Et il y a tous les résultats. Disons, il y a pas mal de choses. Et donc, sur les formes modulaires, sur les nombres p-adiques, par exemple, sur les nombres transcendants, etc. Où il y a même des choses assez spécifiques comme l'équation de Fermat-Pell, etc. Ou le théorème d'Ostrowski. Voilà. Juste pour vous donner une idée de ce qu'il y a. Et bien sûr, si vous commencez à chercher, vous allez trouver rapidement des choses qui manquent. Voilà. Donc là, j'ai parlé un petit peu de qu'est-ce qu'il y a déjà. Donc là, je pense que c'est intéressant de parler de qu'est-ce qui est en train d'être fait en ces moments.
Donc, prenons un projet raisonnable, donc les formes modulaires. Alors, déjà, les choses de base sont déjà dans MATLib, comme j'ai dit. Donc, MATLib connaît la définition, donc, il sait qu'est-ce que c'est une forme modulaire. Alors, quand je dis forme modulaire, je parle de forme modulaire pour GL2 sur Q, donc l'objet le plus classique. Donc, la définition, c'est la définition classique avec, c'est une fonction définie sur les demi-points, des demi-plans complexes qui satisfait les propriétés habituelles. Donc, on a la notion des coûts de développement, c'est-à-dire qu'on a un petit peu d'analyse des Fourier. Et on a la notion des séries d'Eisenstein, c'est-à-dire on a la définition des séries d'Eisenstein dans MATLib. Donc ça, c'est ce qu'il y a déjà. Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça, c'est des choses qui restent à faire, mais qui sont atteignables en quelques semaines ou quelques mois au plus. Par exemple, l'effet que les séries d'Eisenstein sont non cuspidales, que c'est leur propriété basique. En fait, je pense que maintenant, on n'a même pas la démonstration que la série d'Eisenstein est différente de zéro. En fait, je crois qu'on n'a aucun exemple d'une forme modulaire différente de zéro, avec la preuve qui est différente de zéro. Bon, après, il reste pas mal énormément de propriétés du coût de développement. Par exemple, on pourrait commencer à étudier les propriétés de congruence des coûts de développement. C'est un sujet que j'aime beaucoup, donc c'est le début de la théorie des formes modulaires pédiques. On pourrait considérer des niveaux... Maintenant, la plupart de la théorie est faite pour les niveaux plans, donc niveau gamma n. Et bon, il faudrait généraliser ça à des niveaux plus généraux. Et bien sûr, il faudrait la théorie des algèbres d'Eke. Donc, pour l'instant, dans MATLib, il n'y a rien sur les algèbres d'Eke. Mais, donc, comme j'ai dit, il y a MATLib, mais il y a aussi des projets qui sont basés sur MATLib. Donc, pour les projets qu'aujourd'hui, il est plus à la mode, donc dont tout le monde parle un petit peu, c'est le projet de Kevin Bazar pour formaliser une bonne partie de la démonstration du théorème de Fermat. Donc, encore, ce n'est pas nécessaire de connaître la démonstration du théorème de Fermat, mais croyez-moi, il utilise énormément des formes modulaires. Donc, lui, il a forcément, dans son projet, il y a beaucoup de choses sur les formes modulaires. Notamment, il y a la notion d'algèbre d'Eke et ils ne sont pas loin de démontrer que l'algèbre d'Eke est commutative, que c'est une des propriétés de base de l'algèbre d'Eke. Après, il faut un peu regarder parce que dans les projets de Kevin, ils n'utilisent pas GL2, mais utilisent un groupe plus simple. Donc, ce n'est pas totalement clair pour moi que ce qu'ils sont en train de faire va se généraliser rapidement. Une partie, sûrement, oui, mais je ne sais pas si tout va se généraliser. Va s'appliquer au cas des formes modulaires de MATLib, que c'est les cas classiques, les cas les plus intéressants. Bon, en tout cas, ça c'est encore pour vous donner une idée de quelque chose qui n'est pas encore fait, mais est totalement faisable aujourd'hui. Donc, et bon, si vous ne connaissez rien des formes modulaires, ça c'est des théories des nombres de niveau M2 encore. Ok, donc maintenant parlons du futur un peu plus loin. Donc ça c'est ce qui a été fait. Donc j'ai parlé de ce qui a déjà été fait, ce qui peut être fait aujourd'hui et dans les prochaines semaines ou mois. Quelque chose de plus ambitieux. Bon, alors, qui dit forme modulaire dit courbe modulaire aussi. Bon, pour l'instant, il n'y a absolument rien autour des courbes modulaires dans MATLib ni dans aucun autre projet. Pourquoi? Bon, pour la bonne raison que pour l'instant, on n'est même pas capable de dire soit X une courbe. C'est-à-dire, on n'a pas la notion des courbes. En fait, on est un peu en retard par rapport à tout ce qu'il nous faut pour des géométries algébriques. On a la théorie des schémas. On a beaucoup de théories, on a la théorie générale des schémas, c'est-à-dire on peut dire qu'un morphisme des schémas est de type fini ou propre ou des choses comme ça, mais par exemple on n'a pas la notion des variétés. Ça c'est, je ne sais pas trop pourquoi. Disons, bon, en fait, on a essayé de donner la définition des variétés, on n'est pas arrivé à se mettre d'accord. Là, c'est impossible. Si vous choisissez deux mathématiciens, vous leur demandez qu'est-ce que c'est une variété, ils ne seront jamais d'accord, jamais. Non, mais il y en a qui disent, je ne sais pas, mais c'est sûrement un schéma réduit. Et 2 secondes après, il y en a un qui dit, non, mais les variétés les plus intéressantes sont les variétés pas réduites. Bon, ok. Et donc, c'est assez compliqué. La seule chose que tout le monde est d'accord que ça doit être propre, apparemment. Non, pas propre, séparé, pardon. Bon, en tout cas, donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut vraiment pas formaliser. Non, pas seulement à cause de ça, mais c'est l'effet qu'il manque pas mal des prérequis des géométries algébriques. Donc là, il faut encore pas mal de boulot avant de pouvoir formaliser la notion des courbes modulaires, notamment pour démontrer la représentabilité du problème des modules. On est un peu loin. Et si vous vous demandez comment peut Bazar démontrer Fermat si la formalisation des courbes modulaires est hors de portée, bon, justement, lui, en collaboration avec Richard Taylor, ils ont trouvé une nouvelle démonstration du théorème de Fermat qui suit quand même de près la démonstration de Weiss,
mais où ils évitent toute la géométrie, c'est-à-dire ils font des formes modulaires sur des algèbres des quaternions. Donc la variété des Shimura qu'ils considèrent est des dimensions 0, donc ils ont dégagé toute la géométrie, c'est-à-dire toute la partie des représentations automorphes deviennent essentiellement de la combinatoire, justement pour éviter la géométrie, parce qu'aujourd'hui on n'est pas allé suffisamment loin dans la formalisation de la géométrie algébrique. Pour la même raison, on peut pas, aujourd'hui, on est un peu loin de formaliser la construction des lignes de la représentation des Galois associées à une forme modulaire, parce que il nous faut les courbes modulaires et il nous faut aussi la cohomologie étale. Là, l'histoire est assez drôle, parce qu'on pourrait probablement aujourd'hui définir la cohomologie étale dans un schéma très rapidement, parce qu'il existe une définition très, très, très abstraite, et MATLIB est très forte à donner des définitions abstraites. On a les catégories dérivées, donc on peut rapidement donner une définition. Il faut définir les sites étals, mais ça, c'est vraiment faisable rapidement. On peut tricher un petit peu en utilisant des morphismes formellement étals. Mais le problème, c'est qu'on aurait une définition hyper abstraite qui est concrètement impossible à utiliser. C'est-à-dire, oui, ok, on sait que mathématiquement est correct, mais calculer la cohomologie étale du point, ça serait déjà infaisable concrètement. Donc, bon... C'est-à-dire que pour l'instant, aujourd'hui, on est un peu loin de ça. Et on est encore plus loin d'échanger de groupes, c'est-à-dire de faire des formes automorphes pour des groupes différents des GL2. Ça, c'est vraiment de la science-fiction. Ça va, de mon avis, bon, après, c'est difficile de dire qu'est-ce que ça va arriver, mais dans les prochains 2-3 ans, ça va rester de la science-fiction. On n'a pas la théorie des groupes algébriques, donc c'est vraiment... c'est vraiment loin pour aujourd'hui. Ok. Donc, comme j'ai dit au début, je parle du développement de la théorie algébrique des nombres, mais je voudrais parler un petit peu plus généralement de comment ça avance une bibliothèque mathématique comme MATLIB. Donc, comment ça marche? Comment on fait pour contribuer à MATLIB? Alors déjà, il faut savoir que tout le monde peut contribuer. Donc, il suffit d'ouvrir un pull request sur GitHub. Donc, juste pour vous donner une idée, actuellement, il y a 1500 pull requests ouvertes, donc beaucoup trop. Et bon, il faut dire que de ces 1500, la plupart ne sont pas vraiment prêtes pour être examinées, mais si on regarde la liste des pull requests qui sont prêtes pour, disons que les gens vraiment attendent d'avoir un avis, il y en a environ 330, ça reste quand même beaucoup. Donc une quinzaine en théorie des nombres, donc on peut regarder. Voilà, ça c'est la liste des pull requests ouvertes en ce moment en théorie des nombres. Bon, on peut faire refresh. Là, il y en avait 16 hier et aujourd'hui, il y en a 15. Bon, vous voyez, il y en a une qui a été émergée. Ça, c'est... Bon, alors, juste en regardant une idée, donc, alors là, c'est quelque chose sur l'index des ramifications. Donc, bon, c'est quelque chose, disons, assez basique sur les corps des nombres. Bon, voilà, quelque chose sur les puissances divisées d'Antoine et Maria Inès. Et bon, quelque chose sur les courbes elliptiques, et même des choses assez totalement élémentaires sur les diviseurs de nombres entiers ou sur une opération de pi mode que je ne connais même pas qu'est-ce que c'est. Ça doit être vraiment la même chose que mode, mais écrit de manière différente. Et bon, quelque chose sur les nombres péadiques, etc. Donc, bon, voilà, quelque chose sur les formes modulaires, etc. Donc, vous voyez, et ça, c'est juste les pull requests en théorie des nombres. Donc, vous voyez qu'il y en a pas mal. Et malheureusement, le processus est un peu lent. Mais sachez qu'il y a des gens qui travaillent vraiment pour examiner vos... Disons, si vous ouvrez un pull request, il y a des gens qui vont la regarder à un moment ou l'autre. Peut-être pas tout de suite, mais bon, on est tous un peu occupés. Alors, donc, une question naturelle, c'est, OK, d'accord, il y a 300 pull requests, mais MATLIB va où? En fait, comment est géré MATLIB dans sa structure générale? Alors, donc, l'organisation générale des MATLIB est gérée par 26 personnes en ce moment, donc des maintainers. Donc, c'est quoi les boulots des maintainers? Bon, concrètement, bon, évidemment, tous les jours, ils doivent examiner les pull requests, décider quels sont les pull requests qui vont être émergés et lesquels ne sont pas encore prêts. Mais donc, leur boulot, c'est aussi de décider un petit peu la direction vers laquelle MATLIB est en train d'aller. Donc, les buts fondamentaux de MATLIB, ce n'est pas vraiment d'avoir des gros théorèmes. Donc, notamment, par exemple, si vous lancez votre projet, pour les mathématiciens, c'est très joli d'avoir un projet où on fixe un objectif précis, genre démontrer le théorème de Fermat. Donc, on essaie d'y arriver là. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif de MATLIB. L'objectif de MATLIB, c'est d'avoir une bibliothèque les plus complète possible et qui peut être utilisée par des projets externes.
Donc, notamment, si vous lancez votre projet, ou par exemple, votre but, c'est de formaliser les théorèmes de Fermat, vous allez sûrement, bon, déjà, il faut utiliser, disons, vous allez probablement utiliser MATLib parce que vous ne voulez pas recommencer à démontrer que l'addition des deux nombres naturels est commutative, mais vous allez sûrement découvrir qu'il y a pas mal de choses, des choses totalement élémentaires qui manquent dans MATLib. Donc, une bonne chose à faire pour les gens qui mènent des projets externes, c'est d'essayer de contribuer à MATLib comme ça. C'est-à-dire, vous découvrez que ce lemme-là, qui est totalement élémentaire ou relativement facile, il mérite d'être dans MATLib, même si votre résultat principal ne va jamais être dans MATLib. Bon, et vous pouvez ouvrir un pull request. Par exemple, dans les projets que j'ai menés sur les théorèmes de Fermat pour les exposants irréguliers, les théorèmes en soi, je ne pense pas qu'ils méritent d'être dans MATLib, parce que c'est un théorème, c'est un sorte d'un exercice des théories des nombres aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose d'intéressant si on fait de la théorie des nombres, mais il n'a pas sa place dans une bibliothèque de maths formalisée et généraliste comme MATLib. Mais par contre, toute la partie des théories des nombres qu'on a dû développer, par exemple, on a dû définir les discriminants d'un corps des nombres, que c'est une notion absolument fondamentale en théorie algébrique des nombres, et cette notion mérite d'être dans MATLib. Et en fait, donc on l'a définie dans notre projet, mais elle est maintenant inclue dans MATLib. Donc tout ça pour dire que, donc, même si il ne faut pas penser que MATLib va avoir des théorèmes extrêmement compliqués, mais l'idée c'est d'essayer d'avoir une bibliothèque la plus complète possible et aussi développer de manière assez cohérente. C'est-à-dire, par exemple, on sait que on essaye de mettre chaque théorème dans la bonne généralité. Et ça, c'est quelque chose qui c'est pas totalement évident parfois, parce que par exemple, si vous êtes des mathématiciens, vous pouvez penser que vous n'êtes pas intéressé à la théorie des sémianaux. Bon, moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire de la formalisation, je me suis dit, bon, un sémianot, c'est comme un anneau, mais on ne peut pas faire sans subtraction. J'ai pensé, bon, ok, c'est bizarre d'avoir plein de fichiers avec des milliers, des centaines de théorèmes autour des sémianaux, personne ne va jamais les utiliser. Bon, jusqu'à quand je me suis rendu compte qu'il y a quand même un exemple d'un sémianot assez remarquable, que c'est les nombres naturels. Non, mais oui, non, donc quand je me suis rendu compte que si je veux a plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré pour les nombres naturels, bon, il faut démontrer ça pour un sémianot, sinon ça ne marche pas. Ok, bon, mais il y a des exemples même plus intéressants d'un point de vue mathématique, mais je veux dire, c'est vraiment pas mal d'avoir des théorèmes écrits dans la bonne généralité. Et ça, c'est un peu les boulots des maintainers et des reviewers, c'est les autres personnes qui s'occupent d'examiner les pull requests. C'est-à-dire de s'assurer que les pull requests, que les théorèmes, par exemple, sont écrits de la bonne manière et dans la bonne généralité. Ok, donc, parlons un petit peu plus de ces review process. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde un pull request? Alors, déjà, la chose, donc, si vous voulez, on peut faire un petit peu un parallèle comme soumettre un pull request, c'est un peu comme soumettre un papier dans un journal. Bien évidemment, la partie jolie de la formalisation, c'est qu'au moins, on ne doit pas vérifier les preuves. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, si Lynn nous dit que la preuve est correcte, bon, on lui fait confiance, on ne va pas se poser des questions, est-ce qu'il y a un bug dans les noyaux, etc. Au moins, les preuves ne sont pas vérifiées. Ça ne veut pas dire que, par contre, il n'y a rien à vérifier dans la pull request elle-même. Parce que, bien évidemment, Lynn ne peut pas vérifier une définition. C'est-à-dire, une définition, disons, on ne dit pas qu'une définition est correcte ou pas correcte. Mais d'un point de vue humain, si j'ai dit espace métrique, bon, j'ai une idée en tête et je veux bien que la définition écrite en ligne doit respecter ce que j'ai en tête. Donc ça, c'est un travail qui forcément doit être fait par des êtres humains. Parce que Lynn va accepter n'importe quelle définition, même une définition totalement contradictoire, où il n'y en a pas. Si on fait une erreur dans la définition d'espace métrique et concrètement il n'y en a pas, bon, Lynn ne va pas protester. Bon, évidemment, il ne va pas se rendre compte qu'il n'y en a pas. Mais même si quelqu'un démontre qu'il n'y en a pas, bon, on peut continuer à raisonner sur des objets qui n'existaient pas. Et bon, Lynn, il est très, très content. Donc, et pareil pour les énoncés. Quand je démontre que une certaine propriété, bon, évidemment, vu que la propriété formalisée sera écrite qu'avec des symboles mathématiques, parfois, on peut se rendre compte que bon, ce n'est pas exactement ce qu'on a en tête. Donc, vérifier les énoncés, c'est un travail qui est mathématiquement pas totalement trivial. Par exemple, récemment, ça a lancé toute une discussion sur
bon, comme j'ai dit, qu'est-ce que c'est une variété algébrique ou qu'est-ce que c'est un corps local. C'est-à-dire des notions qui dans les maths non formalisées sont un petit peu vagues, c'est-à-dire on a plus ou moins une idée de qu'est-ce que c'est un corps local, mais l'écrire avec tous les détails, c'est écrit nulle part. En fait, la question, si je ne me trompe pas, c'est est-ce que les corps locaux contiennent une valuation choisie ou non? C'est-à-dire, il existe une valuation canonique ou la valuation fait partie des données. C'est une question que normalement, mathématiquement, on ne se pose, on se pose pas. Mais bon, dans la formalisation, il faut se la poser. Ou, comme a mentionné Antoine ce matin, en fait, il y avait des théorèmes qui étaient, dans un certain sens, faux. Quand je dis faux, évidemment, ça ne veut pas dire que la démonstration n'était pas correcte. Ça, Lynn l'aurait remarqué. Mais en fait, c'est que la documentation du théorème était fausse. C'est-à-dire, la documentation disait, les théorèmes disent la chose suivante, et en fait, ce n'était pas vrai. C'est-à-dire, il y a eu un problème de traduction des mathématiques sur papier en mathématiques formelles. Donc, on avait démontré un théorème qui, par contre, ce n'était pas ce qu'on pensait d'avoir démontré. Et ça, parfois, ce n'est pas du tout évident. Et donc, on est amené de temps en temps à faire des refactors, c'est-à-dire, disons, évidemment, on essaye de remarquer ça dans les review process, mais ce n'est pas tout le temps possible. C'est-à-dire, parfois, on se rend compte après qu'on a fait une erreur. Donc, refactor, ça veut dire qu'on change un petit peu les définitions. Souvent, donc, il y a des cas où on change vraiment la définition mathématique parce qu'il y avait une erreur mathématique dans la définition. Quand je dis une erreur, je veux dire on a oublié une propriété ou on l'a mal écrit. Ou de temps en temps, on se rend compte que notre définition, même si mathématiquement est correcte, en fait, est formalisée d'une manière pas bonne. Et disons, on se rend compte que toutes les preuves sont extrêmement pénibles parce que notre manière d'écrire la définition n'était pas correcte. Par exemple, pour vous donner une idée d'un refactor récent, bon, si je vais sur la page de ces colloques, bon, donc l'image qu'on voit ici, c'est un théorème qui, bon, pour l'instant, il n'est pas dans MATLIB, donc c'est un théorème de théorie des nombres encore assez classique. Donc, il dit essentiellement que toute extension abélienne de Q est contenue dans un corps cyclotomique. Bon, c'est pas grave. Donc, vous prenez un corps des nombres, K. Vous supposez que les groupes donc une extension galoisienne, vous supposez que l'extension est galoisienne, donc que K sur Q est galoisienne. Vous supposez que l'extension est abélienne, c'est-à-dire que les groupes de Galois est abélien. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Et vous voulez dire qu'en fait, il existe un plogement des K que K est inclus dans un corps cyclotomique. Donc, il existe une fonction qui sera automatiquement injective. Oui, ça sera automatiquement injective, des cas vers un certain corps cyclotomique. Mais si vous voyez ici dans l'existence du corps cyclotomique, disons de la variable qui vous donne quel corps cyclotomique, il y a écrit qu'il existe n dans n places, c'est-à-dire les sous-types des nombres naturels positifs. Bon, aujourd'hui, ces théorème, on peut plus l'écrire parce que depuis hier, je crois, on s'est débarrassé de cette histoire des faits que les corps cyclotomiques sont indexés par des nombres naturels positifs. Maintenant, ils sont indexés par des nombres naturels. Et ça, c'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez vous demander pourquoi les corps cyclotomiques étaient indexés par des nombres naturels positifs. Bon, la réponse courte, c'est que c'est ma faute. Je me suis trompé quand j'ai donné la définition. Non, mais la raison, c'est que j'avais réfléchi un petit peu et la raison, c'est que je voulais jamais considérer les zéroièmes corps cyclotomiques, qui mathématiquement n'existaient pas. Mais évidemment, si j'autorise son existence en ligne, Lynn va me demander tout le temps de démontrer que n est différent de 0. Et donc, je me suis dit, bon, je vais juste décider que les corps cyclotomiques sont indexés par des nombres naturels positifs. Comme ça, il ne va jamais me demander ça. C'est-à-dire, par construction, l'index est un nombre naturel positif. Et effectivement, au début, la démonstration était un peu plus simple. Jusqu'à quand je me suis rendu compte que, bon, finalement, si n est un nombre naturel positif, je ne peux pas écrire x puissance n. Parce que Lynn, il va dire, bon, je ne sais pas prendre les puissances par un nombre naturel positif. Parce que ça, c'est vraiment un sous-type. Donc, les termes de type n place ne sont pas des types n. Et donc, il faut dire, bon, OK, il faut plonger n place dans n, dans tous les exposants. Mais ça, c'est arrivé après. Et on n'avait pas prévu ça au début. Et donc, la partie pénible est arrivée plus tard. Et bon, c'était difficile de le prévoir. Et bon, maintenant, on a décidé que c'est moins pénible d'avoir d'avoir n ici, et au moins on peut prendre des exposants partout. Mais bon, ça c'est juste pour vous donner une idée
Vous voyez, mathématiquement, la définition n'a pas changé, parce que la définition, en fait, implique mathématiquement que n est positif, la définition actuelle. Donc, concrètement, d'un point de vue mathématique, la définition est 100% équivalente à celle d'avant, mais écrite d'une manière différente. Donc, ça, c'est des choses qui, de temps en temps, il faut faire. Et bon, on ne gagne rien mathématiquement, mais bon. Par contre, la bibliothèque s'améliore. C'est-à-dire, grâce à ce type de contributions, c'est plus simple d'utiliser la bibliothèque pour des projets basés sur Matlib. Ok, bon, donc ça c'est plus ou moins ce que j'ai. Ah, et parfois on arrive même à des questions mathématiquement non triviales. Par exemple, il y a toute une discussion maintenant sur des questions d'univers. Donc les mathématiciens ont tendance un petit peu à ignorer les questions d'univers, mais parfois on ne peut simplement pas les ignorer. Par exemple, maintenant ce qui est très à la mode, c'est la théorie des espaces condensés, ça a été popularisé par Clausen et Scholze. Et là, les questions d'univers sont vraiment non triviales. Et donc là, on ne peut vraiment pas les ignorer. Et bon, la formalisation nous permet au moins d'être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Disons, si Lean accepte notre construction avec les univers qu'on a écrits, au moins on est sûr qu'on bon, ne s'est pas trompé dans ce type de questions. Là, on ne peut vraiment pas les éviter. Donc, juste pour terminer, donc, si on veut faire un petit résumé de à quel point on est dans Matlib, dans la formalisation de l'arithmétique, moi, je dirais qu'on est au début d'un cours de M2. Donc, dans mon cours d'arithmétique de M2, il y a tout ce qui est démontré dans les cours est démontrable assez rapidement dans Matlib. Il n'y a pas encore tout, par exemple, il n'y a pas les théorèmes de Chebotarev, mais ça, c'est un projet de quelques mois. Donc, un projet, bon, pas très petit, mais pas énorme non plus. Il y a des théorèmes qui sont des projets plus longs, comme la théorie du corps de classe. Aujourd'hui, donc, ça, c'est tout à fait faisable. C'est juste un projet à long terme. Par contre, juste pour conclure, malheureusement, si la formalisation des projets est, disons, dans des résultats des recherches actuels, si vous prenez un papier qui est sorti hier en théorie des nombres et vous essayez de le formaliser, il y a de fortes chances qu'en fait, vous ne pouvez même pas formaliser la première ligne. C'est-à-dire, le papier va commencer avec soit X, l'algèbre de Hecke dérivée dans l'infinie catégorie, blablabla. Bon, là, on peut absolument rien dire. Donc, pour l'instant, malheureusement, la formalisation des résultats des recherches actuelles est encore hors de portée. Je vais m'arrêter là. Merci.